Et là, il faut vraiment que je vous parle de Miyazaki. En effet, Miyazaki est né en 1941. Autant dire que son enfance a été très joyeuse durant la Seconde Guerre mondiale et dans l'après-guerre. Ah, cette belle époque. Ainsi, dans ces films se dresse une critique de la guerre ainsi que de la difficulté de rester pacifique dans cette situation. Avant de continuer, il faut que je vous parle des personnages. Sheeta est une gamine qui voulait juste vivre une vie simple dans sa vallée et qui se retrouve embarquée de force dans toute cette histoire. La puta, mais je ne sais rien de tout ça. Prenez-le si vous le voulez. Mais laissez-nous tranquilles. En fait, elle possède un vrai nom et dans Muskan vous révèle la signification. Lushita. Toel ul lapiuta. Mais qui vous a dit mon nom? Ul signifie reine et Toel véritable. Tu es en fait l'héritière légitime du royaume de Lapiuta, la princesse Ushita. Alors, dans le roman aussi, les noms ont une signification. Ainsi, Laputa, il n'y a aucune étymologie exacte. Deux explications sont données. La première venant d'une vieille langue désuète, Lap pour eau et Untu pour gouverneur, et la deuxième, Lap Uted pour la danse des rayons du soleil et Uted, elle. Des deux, je préfère la deuxième. Pazu, lui, est un gamin qui a vu son père se faire humilier jusqu'à ce qu'il en meure et dont il veut le réhabiliter, plus le fait qu'il travaille dans les mines. Ce sont deux enfants qui vont dans leurs épreuves se rapprocher de plus en plus. Ça les rend extrêmement touchants et rattachables, surtout Shiita qui n'est qu'une gamine et qui se retrouve mêlée de force à toute cette histoire alors qu'elle veut juste vivre une vie simple et paisible. Seulement, elle se montrera de plus en plus courageuse et déterminée et prête à tout pour empêcher les méchants de gagner, tout en gardant son âme innocente d'enfant. Arrive alors une scène qui, pour Mayolek, dans sa critique, est ratée et où Shita demande à Pazu de l'oublier et de partir. Ce qu'il fait, mais en rentrant chez lui, découvre que les pirates sont chez lui. Ah, ben pas de bol ça. Et Dora lui révèle qu'il était stupide et qu'on lui a forcé la main. Tu lui as obéi, quel crétin! Ils l'ont menacé et cette petite t'a dit de partir pour te sauver! Le sens de cette scène, ainsi que le reste du film, ainsi que la relevée dans les commentaires Empirio64, et que je rejoins totalement, c'est que les deux enfants doivent grandir. Arrêter d'avoir une vision manichéenne du monde, ne pas bouder si les choses viennent les prendre de court. Tout dans ce film l'exprime. Du fait de quitter ce qu'on connaît, le fait de connaître à la fois le bien et le mal, etc. Le côté mature se manifestera également plus tard, lorsque lors d'une garde, vous verrez, elle lui dira Il faut apprendre les mauvaises formules pour que les bonnes soient efficaces. ce qui implique que le mal existe et existera toujours. Et que si on veut pouvoir faire le bien, il faut d'abord connaître le mal. Il y avait exactement la même thématique dans le Angers démon de Dan Brown. Je trouve que c'est extrêmement fort et mature comme message. Et dans cette scène, Pazu doit arrêter d'être naïf pour obtenir ce qu'il veut, et ce, autre preuve de maturité, en faisant équipe avec les pirates, dont on les découvre plus sympathiques qu'on pourrait penser. Et surtout si, comme tu dis Mayo, il était juste revenu chercher de quoi sauver Shita, ben ça rendrait moins bien le fait qu'il s'associe aux pirates. De plus, c'est amplifié par le fait qu'elle lui demande à plusieurs reprises de partir. Adieu, laisse-moi partir! Alors non, il n'y a pas de problème dans cette fois-ci. Et non, Mayo, moi je ne trouve pas que cette scène est ratée. Ah, et désolé Empirio si je recopie ton commentaire, mais je le dis, je le répète, c'est parce que je rejoins totalement là-dessus. Alors,
Ah, et dernier point, mais dans Gulliver, au tout début, cette partie-là, quand il est en bateau, il va être abordé par des pirates qui vont l'attacher, le menacer et l'abandonner sur un îlot jusqu'à ce que l'île apparaisse et vienne le sauver. Un fait amusant, c'est qu'à 3 reprises dans le film, on entend le même code Morse se répéter. Voilà qu'ils appellent un cuirassé volant. On y déchiffre en termes japonais fidélité manufacture studio, un moyen pour le studio nouvellement créé de rappeler que l'ADN du studio, c'est qu'ils sont un studio d'artisans à contre-courant de l'univers de l'animation japonaise. Je vous en prie, laissez-moi venir, je vous laisserai le trésor. Oh, j'ai le droit de pleurer. Ferme-la! Je suis désolé, je sais que c'est sorti bien plus tard dans les années 2000, mais ça me fait trop penser à... Monsieur Jameson, s'il vous plaît, vous pourriez pas utiliser une de ces photos? J'ai vraiment besoin d'argent. Oh. Mademoiselle Brandt? Oui. Trouvez-moi un violon. Bref, les pirates arrivent, ils sauvent Cheetah, le robot est détruit, la pierre tombe entre les mains de Mouska. Ah mince, c'est ballot ça. Vous savez, Blondin nous le disait bien. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Bah là c'est pareil. Même dans la malchance aussi, la vie se divise en deux catégories. Il y a ceux qui, alors qu'ils sont au resto, au ski, quand ils veulent sortir prendre l'air, marchent sur une pelle à neige, se prennent le manche en pleine tête et tombent à la renverse comme dans un cartoon. Et il y a ceux qui perdent leur collier magique, ce qui va permettre aux méchants, accessoirement le vrai roi de l'île de par sa famille, Nous avons énormément de choses en commun. Toi et moi, nous sommes issus de la même famille royale. Sur Terre, elle s'est séparée en 2 branches. de prendre totalement le contrôle de l'île et de tous ses armements. Vous savez, Cheetah, moi j'ai déjà un sacré palmarès, mais toi, j'avoue que niveau malchance, c'est pas mal aussi. Mais tu sais, la malchance, c'est un art qui nécessite des années d'expérience à pouvoir être maîtrisé. Si tu veux, je peux te donner des cours, je peux même te passer mon livre si tu veux. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, il est bon de préciser qu'en fait, toute la dynamique qu'il y avait, les héros pris entre 3 feux, va petit à petit disparaître. Parce que, à partir de ce moment-là, les pirates deviennent gentils. Quant aux militaires et les hommes en noir, on découvre que finalement, ils n'étaient que des pions pour Mouska qui se servait d'eux et qui ensuite, vous verrez, va se débarrasser d'eux. Et en fait, là, le sens du film, c'est que vraiment les deux enfants doivent s'affirmer, devenir de plus en plus forts face à toutes ces épreuves. Et pourtant, c'est faire ça en très très peu de temps. Et en fait, ça, plus le fait de comprendre que le monde n'est pas si simple, que notamment avec les pirates qui deviennent gentils, ça participe à l'idée que les choses, ce n'est pas manichéen, le monde n'est pas manichéen. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est que si le monde n'est pas manichéen, il aurait peut-être été bon que les autres méchants, c'est-à-dire Mouska, le général, les militaires, les ombres noires, blablabla, eux, ils ne soient pas manichéens, parce que là, on embrase le manichéisme à l'état pur, hein, c'est vraiment à la limite de la caricature. Hein. D'ailleurs, je profite du fait que les enfants sont sur le dirigeable pour dire que vraiment, de tous les films de Miyazaki que j'ai vus, je trouve que c'est celui-là qui explore le mieux le thème de l'air, entre les combats aériens, les façons de voler, les courants aériens, etc. etc. Parce qu'en fait, le père de Miyazaki, dont malheureusement je n'ai pas réussi à trouver de photos, possédait une compagnie d'aviation durant la Seconde Guerre mondiale et il a transmis cette passion à son fils. Et donc dans tous ces films, il y aura toujours le rapport avec l'air, avec des plans très aériens. Etc. etc. Et d'ailleurs, je profite également du fait pour dire que puisque Dora est devenue gentille, que Dora, bah, c'est le prénom de la mère de Miyazaki. Attendez une minute. Attendez, qu'est-ce que je dis là? Dora, c'est le prénom de la mère de Miyazaki. Donc du coup,
si, en faisant ça, avec le fait que ce soit une mère de Miyazaki transpose sa mère dans le film, vu que les filles sont des... Est-ce que Miyazaki veut nous faire dire qu'il est lui-même un pirate? 4 pirates sur le coffre du mort. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. À partir du sauvetage de Shiita, va y avoir commencer toute une poursuite entre le Goliath et le vaisseau des pirates. Donc ça renforce bien le côté chasse au trésor. De cette poursuite, mis à part tout ce que je vous ai dit sur le thème de l'air, etc., le point qui est super important, super capital à retenir pour la suite, vous verrez, c'est ça. Tu sais, j'ai appris des tas d'autres formules pour retrouver des choses ou guérir les maladies. Et une que je ne dois jamais prononcer. Une formule secrète? Oui, c'est un sortilège de destruction. Il faut apprendre les mauvaises formules pour que les bonnes soient efficaces. Mais il ne faut pas s'en servir. Néanmoins, au cours de la poursuite, ils vont découvrir ça. Un repère de dragon! Un repère de dragon? C'est pas croyable! Et là, je mets sur pause parce que pour Mayolek, tout l'arc du père de Pazouk est inutile. Sauf que... Mon père m'a dit que la putain était à l'intérieur des repères de dragon! Oui, Mayo, si cet arc ne sert à rien, comment est-ce qu'il aurait pu le savoir Et en plus, comme l'a dit Empirio, ben, ça lui donne une backstory. Et que on en revient à ce que tu disais sur la prétendue scène ratée. Tu dis qu'il aurait pu partir pour venir de quoi la chercher, sauf que un gamin qui est à la fois un mineur et qui sait se débrouiller avec tous les types de machines et sans rien pour instaurer ça, si on faisait comme ça, il serait beaucoup trop doué. Et, tandis qu'avec l'histoire de son père, ben, ça ne sort pas de nulle part. Même si je reconnais que ça pousse un petit peu loin, je le reconnais. Néanmoins, histoire d'accélérer un peu, il va falloir maintenant qu'on aille directement au moment où ils arrivent sur l'île. Il rencontre un robot jardinier, ce qui rejoint d'ailleurs ce que le mineur nous disait, à savoir que la technologie peut être à la fois bonne et mauvaise. Au cours de leur exploration, ils tombent sur une ville engloutie. L'eau est venue après ou c'était déjà comme ça à la base? Non, parce qu'il n'y a aucune raison pour que cette ville soit clairement faite, pour qu'on y marche sous l'eau. Non. Il remarque également à l'intérieur... Cette ville devait être très belle et très moderne. Est-ce que j'ai besoin de rappeler le roman là ou pas? Et il découvre alors Vision qui a marqué toute mon enfance. Il voit également une tombe dont on peut se demander ce qu'elle veut dire. Pour ma part, je pense que c'est une tombe symbolique qui représente tous les habitants. On voit 6 fleurs sur la tombe et le robot lui en apporte une 7e. Pour ma part, j'ai 2 théories. La première, c'est qu'il y a une fleur pour chaque siècle passé. Donc littéralement, ça veut dire que c'est le 7e siècle, jour pour jour. Et la deuxième, c'est qu'il y aurait une fleur pour chaque personne qui serait venue à la Pluta ou qui l'aurait vue. En dépit de la civilisation du livre, celle décrite dans le film présente un avantage, le mystère. On nous dit juste ce qu'on a besoin de savoir et nous laisse imaginer sans que ce soit fasse trop facilité scénaristique. Tiens, salut renard écureuil de Nausicaa et la vallée du vent, coucou, ça vous? Ah, c'est ça qui leur est arrivé aux habitants de la Plutarque? Genre les guerriers géants, les jours de feu, ce genre de joyeuseté.